Alors, bonjour. Je suis le docteur Michael Sikorov, je suis psychiatre. Il y a ma femme qui est à côté, qui a la gastro, c'est dégueulasse, donc elle participera pas aujourd'hui. Il y a une étude qui est sortie. Alors en fait, c'est plus qu'une étude. Il y a tous les 2 ou 3 ans un bouquin de psychopharmacologie qui sort, c'est le Maudsley. Moi, c'est le premier bouquin de pharmaco que j'ai lu. C'est en anglais. À mon avis, c'est indispensable. Je leur fais leur reproche de mettre des études qu'ils n'ont pas forcément toutes lues et toutes commentées, mais il y a une espèce de corpus d'études. Il y a grosso modo, je sais pas, 2000, 3000 citations, si ce n'est plus. Donc tous les ans, ça fait un petit peu partie du bouquin de base qu'il faut avoir lu en tant que psychiatre, avoir lu et maîtrisé. On est d'accord? À mon avis. Ma femme dit qu'il faut l'avoir sur son bureau. Moi, sur mon bureau, je mets d'autres choses plus jolies que ça. Mais voilà, ça fait partie des trucs qu'il faut faire. Et la dernière édition qui va être publiée en avril, en mai de cette année, ils ont intégré pour les patients avec des cycles rapides et qui sont sur le spectre des troubles bipolaires, donc ils sont pas type 1, ils sont pas type 2, ils sont pas type 3, si tant est que ça veut dire quelque chose, mais ils sont pas unipolaires non plus. Et donc en fait, c'est une étude qui s'interroge, qui regarde l'évolution des patients, qui sont sur le spectre du trouble bipolaire, ce qui fait partie des problématiques cliniques extrêmement fréquentes, de pas être tout à fait dans le DSM-5, mais de quand même être impacté, et deux, des patients qui ont des problématiques de cycle rapide. Et donc c'est bien parce que c'est des patients qui ne sont pas du tout présents dans les études faites par les laboratoires. Et donc ça s'attaque à une population qui est habituellement complètement oubliée. Et donc c'est très bien. Je ne suis pour ma part plus très intéressé par les patients qui ont été mis dans des études randomisées contre placebo. Moi, j'ai des patients qui m'ont dit il y a pas longtemps, ben écoutez, on est allé au CHU et ils ont dit ouais, est-ce que vous voulez que votre fille rentre dans l'étude? Il y a une chance sur deux pour qu'elle ait le placebo. Et du coup, la famille a dit, ben en fait non, on n'est pas du tout intéressé. C'est une chance sur deux, c'est mort. Donc en fait, c'est un type de patient déjà très particulier que celui qui prend le 50-50 pour avoir du placebo. Et donc honnêtement, moi personnellement, pour ma part, plus ça va, moins je suis convaincu de la pertinence de faire des essais contre placebo à chaque fois. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais c'est une étude de cohorte, c'est pas une étude contre placebo, machin. Oui, de fait, et donc il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages évidents, c'est que c'est des patients avec une validité externe assez évidente, c'est les patients que tu vois en pratique clinique. Ok. Et donc, il y a l'étude qui est sortie, je vous laisserai la lire. Moi, j'avais des questions et j'ai contacté l'auteur direct et l'auteur m'a répondu. Donc, l'étude en français est sur le Substack, les questions et les réponses de l'auteur sont sur le Substack. Et je trouve ça vraiment cool qu'on puisse passer par un moyen de s'informer un peu différent parce que si j'avais fait à l'ancienne, il aurait fallu envoyer un courrier dans le Journal of Clinical Medicine pour que les éditeurs décident qu'il faille prendre en compte mes demandes, pour que les auteurs décident aussi, puis que les auteurs répondent, ça prend des plombes, c'est à mon avis, honnêtement. En tout cas, moi, je supporte pas. Et donc, c'est pas mal, je trouve qu'on arrive à petit court-circuiter un petit peu tout ce truc qui, à mon avis, personnellement, n'a pas vraiment de sens. Je pense que les journaux scientifiques, c'est la chienlit complète, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, c'est une étude de cohorte et je trouve ça sympa. Donc, ils font de la RTMS, donc là, c'est de la répétition, de la stimulation transcrâniale magnétique. Et c'est fait de façon répétée. Donc, c'est une technique de neuromodulation. C'est pas pareil que la sismothérapie parce que le stimulus est électromagnétique. Il n'est pas électrique. C'est un peu plus ciblé, enfin moi même beaucoup plus ciblé, beaucoup plus localisé que la sismothérapie, donc il y a pas mal de différences. C'est un sujet intéressant parce qu'en France, l'HAS a fait son étude, sa méta-analyse bidon et a dit que ça ne marchait pas. Donc la Sécu rembourse pas, donc c'est un foutoir pas possible. Donc moi je ferais bien ça au cabinet, il y a la place, il y a de quoi prendre une machine, il y a tout, mais c'est tellement déjà pète burne avec la Sécu pour se faire rembourser de la metformine que je me lance pas dans la RTMS. Le médecin conseil de la Sécu de Laval a appelé des pharmacies en disant si vous
délivrer les metformines de Sycorav, je vous ferai des indus. Enfin, t'imagines l'espèce de guerre qui se lance. Donc on va pas se lancer dans l'RTMS, et donc c'est dommage parce que niveau effet secondaire pour les patients, c'est plutôt pas mal du tout. Donc c'est encore une problématique de la France. Et donc c'est intéressant parce qu'il utilise ça et des hormones thyroïdiennes. Et il va jusqu'à des doses assez héroïques où tu prescrives ça sur l'aval, en tout cas, tu te prends le GIGN dans la gueule direct à la pharmacie. Mais je pense que ça vaut le coup d'être regardé. L'étude est intéressante et c'est vraiment important parce qu'il y a des gens qui vont dire ouais, mais il n'y a pas de placebo, il n'y a pas de groupe contrôle, il n'y a pas de machin, c'est pas bidule. Et ils ont raison, il n'y a pas de doute. Le problème, c'est que tu fais pas une étude randomisée placebo sur des années. Il n'y a personne qui va payer ça. Et s'il y a des gens qui payent ça, c'est pas en psychiatrie, les laboratoires sont pas zinzin, et c'est pas avec de la RTMS et de la lévothyroxine, de la T4. Il n'y a aucun fric à se faire, ça n'arrivera jamais. Donc il suffit pas de vomir, ouais, il faut du randomiser placebo, machin. Il faut comprendre un petit peu aussi les enjeux, les possibilités économiques qu'il y a derrière. Et malgré tout, c'est pas une étude randomisée placebo, d'accord. Cela dit, je connais une autre étude qui n'est pas une étude randomisée contre placebo, avec laquelle on nous beurre l'arrêt tous les jours, et c'est l'étude fondamentale où ils disent bon ben, on regarde les patients avant et après, et on regarde qu'est-ce qui se passe entre le moment où on les a vus et 2 ans après, et on arrive à dire que il y a il y a une durée d'hospice qui diminue de 50%. C'est une étude qui est bidon, mais je veux dire qui est bidon à souhait. Il y a des conflits d'intérêts qui sont majeurs. Le papier est, à mon avis, grotesque. Il n'y a pas d'enregistrement avant de faire l'étude. Enfin, il y a un paquet de trucs qui vont pas, honnêtement. C'est vraiment cata. Mais pour autant, on entend dans les médias, honnêtement, mais genre la semaine dernière, oui, il va plus y avoir de subventions pour fondamentales, les centres experts risquent de fermer, alors que ça réduit la durée d'hospice de 50%. Je sais pas. Je pense qu'il aurait été pertinent de regarder un petit peu le papier avant de commencer à répéter la durée d'hospice est réduite de 50%. Il y a aussi des trucs qui sont pas vraiment tout à fait modifiés. Par exemple, le nombre de traitements prescrits, il augmente un petit peu. Le nombre de patients sous lithium augmente à peine. Le nombre de traitements sous antidépresseurs n'a pas vraiment bougé non plus. Ce qui est un peu étonnant parce que tu as l'impression que quand on t'adresse des patients résistants en centre expert, la prescription d'antidépresseurs chuterait. Et en fait, il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Je pense que le truc qui ne va pas d'entrée de jeu, c'est la gravité des patients qui sont adressés, qui ont un score de MADRS à 8,9 lors de l'évaluation. Donc ça, à ma connaissance, pour moi, c'est des patients qui ne vont pas très mal du tout. Donc je ne vois pas pourquoi on leur envoie des gens des centres experts alors que les patients vont très bien. La MADRS, c'est une échelle de dépression, ça va de 0 à 60. Donc même quand tu connais pas trop le principe, quand tu vois que tu es à 8,9 et que tu diminues à 6,2 au bout de 2 ans, l'efficacité est pas fulgurante. Et tu regardes sur les scores de la manie, c'est pareil, c'est la Young Mania Rating Scale, tu passes de 2,9, je crois, à 2,7, c'est sur 60. Je sais pas si c'est vraiment incroyable. Peut-être que les centres experts sont très bien, mais je sais pas si c'est cette étude qui doit être répétée dans les médias. Je suis pas tout à fait convaincu de tout ça. Alors j'insiste, c'est pas contre les gens en centre expert. On est d'accord, c'est pas contre individuellement les gens qui sont en centre expert se foutent de nous. Non, ça n'a rien à voir. C'est le système qui, à mon avis, n'est pas très bien pensé. T'es pas censé envoyer des gens en centre expert avec une adresse à 9, c'est pas possible. Et ça date de LinkedIn, là, il y a 4 jours. Les psychiatres libéraux aiment pas les centres experts. Visiblement, c'est une espèce de truc. Donc moi, je suis pas plus malin que les autres. Je fais comme tout le monde. Et du coup, il y a quelqu'un qui s'est défendu, qui travaille en centre expert et qui a dit ouais, mais c'est n'importe quoi, nanana. Et il a dit comme exemple, nous en centre expert, il y a aussi des cas compliqués. On fait pas que des trucs nuls. Il y en a par exemple qui sont sous atarax, des ados sous atarax alors qu'ils sont psychotiques. Oui, alors de dépister des gens atteints de problématiques psychotiques et de les mettre sous dopamine bloquant, c'est pas un travail de centre expert. Enfin, à mon avis, c'est pas un travail de centre expert, c'est un travail de psychiatre classique. Alors, si jamais il y a de la psychiatrie qui rate ces cas, et je suis le premier à pouvoir le faire, je suis pas sûr qu'il faut développer un centre expert pour en fait faire le standard de soins après 1 an d'attente, etc. Donc, je suis pas tout à fait convaincu du centre expert. À mon avis, si le centre pas expert de base n'est pas efficient, quelle que soit la raison, il faut
des moyens pour que ce centre de premier recours soit efficace. Si jamais tu veux sauver les gens, tu fais pas un service de réanimation à la pointe et tu termines par traiter des gastro parce que les urgences sont saturées. Tu peux faire ça, mais tu vas pas défendre le système à la radio, c'est pas possible, ça n'est pas très sérieux. Il y a quoi d'autre que je voulais dire? Oui, j'ai un trouble bipolaire léger. Alors, il y a ma femme qui est à moitié en train de vomir à côté, donc je vais pouvoir me lâcher sans qu'elle m'emmerde. C'est un trouble léger. Par définition, j'ai fait un Substack dessus. J'ai fait une expertise psychiatrique où il y a 3 experts qui ont dit que c'était un trouble léger. C'est un trouble léger pour plein de raisons. Je vais pas les redire ici en entier, mais j'ai pas été au speech, je réponds bien au traitement. Je suis médecin, donc j'ai pu garder un certain niveau au niveau de mon travail. J'ai une femme, j'ai 2 enfants, j'ai des chiens, je sors mes poubelles à l'heure. Enfin, je suis tout à fait fonctionnel. Et donc, je représente une minorité de patients. Et je pense que c'est vraiment important qu'on ne soit pas en train d'inonder les réseaux sociaux, les médias, etc., avec des minorités qui sont chanceux dans leur malheur, à savoir ils ont une affliction, mais ils ont une affliction qui répond extrêmement bien, parce que du coup, moi, j'ai des patients qui viennent me dire et qui me regardent dans les yeux, et c'est des patients où c'est la merde, la maladie leur a tout pris. Elle leur a pris la famille, il n'y a plus de boulot, il y a des problématiques de santé, il y a des addictions, c'est un ravage, un ravage. Et ils me regardent et ils disent, Docteur Sugrave, j'ai vu votre témoignage là, comment vous avez fait pour vous en sortir? Et la réponse la plus franche, c'est, eh ben déjà, j'ai une maladie beaucoup moins sévère que la tienne, d'entrée de jeu. Et je pense que ce serait pas mal que, quand on prend la parole, et je suis le premier fautif, de dire, écoutez, j'ai un trouble classé comme ça, et puis après tu déroules ton truc pour que les gens puissent comprendre à peu près de quoi tu parles. Parce que là, honnêtement, plus ça va, plus on a des troubles légers qui pop. Alors des fois, ça donne lieu à des trucs surréalistes où sur LinkedIn, tu as 300 personnes qui sont interrogées, 350, et t'en as presque 40% qui pensent qu'on peut avoir un trouble autistique sévère et en même temps qui est invisible parce qu'il y a du masking. Je suis honnêtement complètement terrassé par ce que les gens peuvent penser. Je pense pas que les gens soient bêtes. Je pense que les gens sont en train de se faire laver le cerveau. Je pense que le gouvernement, qui est vraiment excellent en communication, a surfé sur la vague du trouble neurodéveloppemental au bon moment. Ils sont extrêmement compétents, comme il n'y a rien à dire. Et que du coup, on arrive avec une représentation de la maladie mentale, mais qui est complètement éclatée au sol. Moi, j'ai des patients, je te jure, leur enfant est atteint d'autisme. Il n'y a pas d'interaction. Il y a une institutionnalisation. Il y a des problématiques physiques majeures. Il y a des problèmes de constipation. Les enfants terminent aux urgences 4 ou 5 fois dans l'année. Enfin, c'est des ravages. Et tu vas leur dire, c'est pas une maladie, mais tu peux appeler ça comme tu veux. Tu peux dire que c'est un trouble neurodéveloppemental. Tu peux dire ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais c'est un handicap massif. Et même le principe neurodéveloppemental, donc c'est pas une maladie, t'as des anomalies de développement d'autres organes qui sont classés comme des maladies, et on ne dit pas c'est une maladie hépato-développementale. Enfin, bref, je ne m'acharne pas. Et à la limite, ce serait pas grave. Ce serait pas grave en soi, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, mais les consultations en psychiatrie explosent. Les consultations pour des problématiques de santé mentale explosent. Et il y a un pool de personnes qui peuvent faire ce genre d'acte qui est limité. Il y a une quantité limitée de psychiatres, une quantité extrêmement limitée de pédopsychiatres. Et après, même si on se dit que les IPA peuvent bosser aussi bien que les psychiatres, et honnêtement, pourquoi pas, j'ai pas du tout de problématique à ce niveau-là. Je pense pas que le diplôme fasse de toi quelqu'un compétent ou non, mais ça, c'est un autre débat. Il y a une quantité limitée d'offres de soins de santé mentale qu'on peut faire. Et de balancer à toutes les sauces la santé mentale, machin, et du coup de voir les consommations, la demande de santé mentale exploser, je pense que c'est scandaleux parce qu'on a toujours à la base les gens graves qui sont concernés en premier, qui coûtent le plus d'argent, même si on n'est pas du tout dans l'humain, je sais pas quoi, et qu'on veut économiser du fric, c'est les gens graves qui nous coûtent le plus de fric, je veux dire, c'est vraiment ça. Et donc, tu as des gens qui ont besoin de soins,
où on a des études pour, etc. Parce qu'honnêtement, il y a des trucs où j'ai même pas d'études, si tu veux, sur le HPI, TSA, machin, sur léger de bidule, j'ai même pas d'études. Eh ben, enfin, et ceux-là n'ont pas accès aux soins, et on va en plus rajouter du monde, alors que il y en a qui n'ont pas la base indispensable. Je trouve ça puant à souhait, honnêtement, c'est puant à souhait. Et c'est vraiment surtout parce que l'année de la santé mentale, à mon avis, pas été que neutre. Elle aura aggravé la situation de pas mal de patients parce qu'on est en train d'inonder les praticiens de demandes qui parfois n'ont, je suis désolé, pas vraiment de sens. Alors quand vous allez sur les réseaux et qu'il y a des communautés de coachs TSA, de coachs TDAH, etc., etc., les gens font absolument ce qu'ils veulent de leur argent. Mais quand on a des patients atteints de schizophrénie qui n'ont pas l'AH, qui ont ça des mois, voire parfois plus d'un an après, parce que les dossiers de MTPH explosent, parce qu'il y a des demandes de tous les côtés sur des trucs légers, je pense collectivement, on a un problème. Alors, ça va pas me faire des amis. Il y en a qui vont être choqués. Ouais, c'est pas normal, machin, bidule. Mais il y a quand même un peu un triage à faire. Il y a un psychiatre pour 10 000 habitants en Mayenne. Donc, effectivement, si on peut ne pas mettre dans le système des gens que oui, au moins de troubles, de problématiques dans les interactions interpersonnelles, c'est pas forcément du TSA. Et combien même si c'était du TSA, il n'y a pas de prise en charge spécifique, etc. Je pense que ce serait pas mal de diminuer un petit peu le volume sur le TSA et le TDAH parce que deux vérités peuvent être tout à fait coexistantes. Il peut y avoir des gens qui sont insuffisamment diagnostiqués trop tard ou mal, etc. Et en même temps, une flopée de gens qui n'ont absolument pas de problématique de ce style et qui n'en relèvent pas du tout de la médecine. On peut avoir tout à fait ces deux solutions, ces deux situations. Et je pense personnellement qu'on est complètement dedans quand on voit l'explosion de la prévalence des troubles du spectre de l'autisme. Je suis désolé, mais et du TDAH d'ailleurs, on peut pas juste dire qu'il n'y a pas de composante sociale là-dedans. C'est pas grave en soi, mais il faut pas se tromper. On est en train de faire des choses. Je ne suis pas sûr que ce soit bénéfique pour qui que ce soit. C'est mon avis et vous me détesterez si vous le voulez pour ça. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Clara? Non. Allez, bon courage.